6h56 ce matin avec le docteur Bensoussan, on va parler d'un fléau qui touche bien des Québécois, Québécoises, l'obésité. On en est où dans la recherche et la prise en charge de ce problème de santé? Salut, Mick! Bon matin! Allô? Michael, je commence quand exactement on est obèse, on est en surpoids, mettons? Alors, on est en surpoids. Le mieux pour ça, le plus fiable, ça va être de calculer son indice de masse corporelle, IMC, qu'on trouve un peu partout sur Internet aussi avec son appellation anglaise, le BMI pour Body Mass Index. Il faut diviser son poids par sa taille au carré. Donc son poids en kilos par la taille au carré, la taille en mètres. Hein. Je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui continuent... Moi, je t'en pied systématiquement. Ouais, c'est ça. C'est ça. À compter comme les États-Unis qui sont le seul pays au monde à faire ça. Heureusement, depuis 20 ans, le Québec essaye de se sortir de là. Mais oh mon Dieu, c'est pas facile. Donc le poids divisé par la taille au carré. Si on doit être quelque part, alors évidemment, ça varie entre les hommes et les femmes, mais globalement, si on a moins que 18, on est trop maigre. Et si on a plus que 27, on est trop gros. Mais 27, 29, 30, on est en surpoids. Et officiellement, au-dessus de 30, on est en obésité. Attention, ceci ne vaut pas pour les gens qui vont au gym, qui bench, qui soulèvent, qui sont full muscles et qui peuvent à ce moment-là avoir des trop gros poids alors qu'ils sont trop musculeux. Donc ceci vaut pour 95% des gens. C'est le problème à Martin, ça. C'est le problème à Martin. Tu vas beaucoup trop à la salle ces derniers temps. Pour les gens qui l'ont pas vu récemment, quel Apollon. Ah, man, les deltoïdes me les font... Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que plus que 29, on est proche de l'obésité. Plus que 30 dans le Body Mass Index, on est officiellement obèse. Alors évidemment, comme on l'a dit, ça dépend aussi de l'aspect, etc. Mais quand on va être dans des chiffres de 35, 40, là c'est quand on pèse des 300, 400 livres, là où il n'y a plus tellement de suspense sur le fait qu'on est d'obésité. On est dans ce qu'on appelle de l'obésité morbide. Pourquoi ? Parce que l'obésité va évidemment avoir des conséquences sur la santé, provoquer du diabète, de la stéatose hépatique, de l'hypertension artérielle, des problèmes cardiovasculaires. Et c'est là qu'il va falloir évidemment agir rapidement. Mais là, c'est bien beau de dire tout ça, là. Mais c'est quoi les solutions que tu as quand tu pèses 300, 400 livres, puis que, mettons, commencer à te mettre en forme, c'est un grand défi. Évidemment. Là. Alors évidemment, quand on pèse 300, 400 livres, il est complètement illusoire de dire aux gens, vous avez qu'à sortir et courir 10 km. Ça ne se peut pas. Donc, les premières choses à faire, ce sont les règles hygiéno-diététiques. C'est les diètes. Mais évidemment, quand on dit diète, c'est pas du tout les diètes keto ou les diètes qui sont impossibles à tenir, paléo, que sais-je, name it. Luzerne et kale. Voilà. La diète, c'est simplement repenser son alimentation sur les quantités et puis adopter un régime équilibré, balancé pour le reste de sa vie. Faire des activités physiques dans ses capacités, donc aller à la piscine, marcher, commencer par ça, juste se bouger, et puis les choses viennent très progressivement. Mais maintenant, quand ça ne marche pas, évidemment, il va y avoir les solutions médicales, c'est-à-dire des médicaments qui vont pouvoir aider. Il y a par exemple cette pilule miracle dont tout le monde entend parler, enfin, ce n'est pas une pilule, c'est une injection, l'Ozempic. Ces médicaments-là, il y a des médicaments comme l'Ozempic ou comme le Saxenda. Excuse-moi, comment ça fonctionne? Alors, c'est des médicaments, en fait, qui vont agir sur la sensation de faim et sur le niveau d'insuline. Donc, ces médicaments-là, ça marche extraordinairement bien. Il y a des effets secondaires, il faut que les gens... Jade nous écrit justement, elle dit « J'ai mal à la tête, je suis super fatigué. » Oui. Est-ce que c'est dans les effets secondaires? C'est absolument des effets secondaires décrits de l'Ozempic. Ça donne aussi de la diarrhée, des nausées. Donc, je veux dire, c'est pas toujours bien toléré, ce médicament. Ça coûte 400 à 500 $ par mois et ça n'est remboursé que quand il est prescrit pour du diabète. Ça fait perdre, d'après la littérature médicale, jusqu'à 10-15% du poids corporel quand on l'utilise pendant 9 mois, 1 an et plus. Mais ce que je veux dire, c'est que pour que ce soit remboursé, faut avoir du diabète ou faut avoir une grosse comorbidité, sinon ça va être à vos frais. Et encore une fois, il y a des effets secondaires. Alors, c'est pas forcément un médicament miracle parce que quelle que soit la thérapie qu'on va utiliser, si ça ne vient pas avec de l'exercice physique et des changements d'habitudes alimentaires, ça va évidemment pas marcher. Et croyez-en mon expérience personnelle et des patients, c'est sûr que si on est obèse et gros et qu'on se sent pas bien dans sa vie et dans sa peau, ça peut rendre triste et malheureux. Mais rien ne vous rendra plus jamais plus malheureux dans la vie que de perdre du poids avec telle ou telle méthode. Exemple, faire une chirurgie bariatrique, une sleeve, un anneau gastrique, ce genre de choses. Et comme vous n'avez pas changé vos habitudes alimentaires, reprendre du poids et redevenir peut-être même plus obèse que ce ne fut avant. Ça va vous rendre très très triste. Et la dernière chose que je veux dire avant la pause, et ça c'est hyper important,
Il y a beaucoup de gens qui vont faire des chirurgies dentaires, esthétiques, se faire poser des boules, des cheveux, nanana, en Turquie, en Tunisie, parce que ça vient avec un package, une semaine dans un hôtel au bord de la mer, etc. Mettons, vous faites ce que vous voulez dans la vie. Mais ce que je veux dire, c'est que si c'est pour aller faire une chirurgie, donc des médecins, des anesthésistes, un bloc opératoire qui vont aller dans votre ventre, d'une chirurgie qui va évidemment être complexe parce que vous avez de l'obésité, donc même si vous vous faites opérer par le plus grand spécialiste du monde... Bariatrique au Mexique, voilà. là, je connais quelqu'un qui a fait ça. Là. Pitié, faites pas ça. C'est mon conseil aujourd'hui. Je me mouille. Faites-moi tous les procès que vous voulez, les gens au Mexique, en Tunisie, etc. Ne faites pas ça. C'est l'argent le plus mal économisé que vous allez économiser de votre vie. Ça peut avoir des complications, ça peut avoir des conséquences terribles. Si vous revenez au Québec et que vous faites un abcès, une péritonite et que vous n'avez pas de chirurgien pour vous suivre, vous êtes dans une merde catastrophique. Je vous supplie que si vous envisagez ça, faites faire ça par un spécialiste qui a pignon sur rue au Québec. N'allez pas faire ça au Mexique. C'est la pire idée à vie que vous pourriez avoir. On va aller en musique, on te garde pour les questions Oui, de nos avantage auditeurs sur le 96.9. 96.9, c'est Black Eyed Peas, Shut Up, qu'on écoute tout de suite au 96.9, c'est quoi? 7h06 au 96.9, c'est quoi? Avec le doc Michael Bensoussan, on parle obésité. On a parlé obésité. On va continuer avec la première question de nos auditeurs. Ouais. Mélanie Carrière, pour être éligible à la chirurgie bariatrique, quels sont les critères? Merci. Alors, il faut a priori avoir un IMC supérieur à 35, donc on en parlait tout à l'heure, que vous l'aurez calculé. Et il faut avoir essayé évidemment des règles hygiéno-diététiques, du sport, de l'alimentation, des diètes, etc., et qui n'ont pas fonctionné. Et idéalement, en tout cas pour être prioritaire, il faut avoir aussi une composante de santé qui est dégénérative à cause de l'obésité, comme par exemple un diabète, c'est-à-dire quand la santé est vraiment mise en jeu par la situation d'obésité. À ce moment-là, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Une chirurgie bariatrique peut tout à fait être indiquée, mais encore une fois, dans des centres au Québec et avec des chirurgiens spécialisés là-dedans. Il y a Isabelle Morin qui nous parle de grippe. Elle dit nos grands-parents, ils prenaient une ponce de gin, je veux dire, pour casser la grippe. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose d'équivalent? Qu'est-ce qu'on doit prendre pour casser, pour vraiment plus avoir de Absolument. mucus? Alors, je le dis tout de suite, rien ne remplacera la vaccination contre la grippe. Je pensais que tu allais dire D'accord. rien ne va remplacer le gin. Maintenant, J'aimais ça. la ponce de gin, c'est-à-dire un petit alcool fort avec du miel et du citron, qu'on appelle aussi un grog. En tout cas, moi, je disais, c'est un grog. Prends pas de grog! Un par jour, parce que regarde, plus par jour, c'est pas recommandé non plus, quand même de l'alcool fort. Oui, ça marche. Le citron, le miel, un peu d'alcool fort, ça marche pour fluidifier les sécrétions. La vapeur du thé chaud va aider, etc., etc. Pour ceux qui n'aiment pas ça, l'alcool, on peut aussi, vous savez, se faire des petites bains de vapeur comme ça en mettant des huiles essentielles. Ça va de toute façon aider à vider les sécrétions. Mais on rappelle que la grippe est un virus et que ça se traite uniquement par le repos et par du Tylenol et puis rester au chaud. Il y a plusieurs personnes qui, durant le temps des fêtes, vont quitter pour aller en République dominicaine ou au Mexique. Chanceux. Et la prochaine auditrice, elle, revient de là, mais c'est une question qui va être utile pour tout le monde. Allô, Doc, on revient de la République dominicaine en famille et on a tous eu la diarrhée. 2 jours assez solides à la fin du voyage. Qu'est-ce qui cause ça? Est-ce que c'est l'eau et quoi faire pour l'éviter à l'avenir? Alors, ce qui cause ça en général, c'est un Escherichia coli, c'est-à-dire une bactérie qui peut être présente dans les aliments, soit les crudités qui ne sont pas lavées, donc il faut faire très attention aux crudités, qui peuvent être présentes soit dans l'eau, donc c'est pour ça qu'il faut toujours, quand on va en République, y compris quand on se brosse les dents, utiliser de l'eau minérale dans une bouteille qui fait clic quand on l'ouvre, parce que des fois il y en a qui vendent des bouteilles d'eau minérale re-remplies au robinet. Il faut faire attention aux glaçons, il faut juste faire attention à tout ça. Il faut en général manger soit des choses cuites, soit des choses qui n'ont pas été particulièrement lavées, qu'on vient de cueillir, une noix de coco qu'on vient de ramasser. Voilà. Mais rien qu'on peut faire de façon préventive, avoir un espèce de vaccin ou quelque chose? Non, alors le petit vaccin à prendre, le vaccin oral à prendre avant de partir en vacances, ça ne marche pas. Ça, je le redis, ça ne marche pas. Et ce qu'il faut faire également, c'est ne pas prendre d'Imodium. Alors, je dis ça peut paraître bizarre, mais en fait, l'Imodium va retenir les bactéries et les toxines à l'intérieur de l'intestin. Il faut que le méchant sorte. Donc, c'est mieux d'avoir une grosse diarrhée un jour ou deux et puis après de continuer ses vacances plutôt que d'avoir une semi-diarrhée pendant toutes ces
tes vacances. Merci pour les précisions, Michael. Non, mais c'est ça, parler diarrhée à 7h30. Est-ce que tu aurais un saviez-vous que? Est-ce que j'ai un saviez-vous que ce matin? Mon Dieu, non, j'y ai pas pensé. On peut encore faire... Non, j'ai oublié mon saviez-vous que. Tapez-moi dessus. Mais on peut refaire une autre question d'auditeur. Moi, j'en ai une ici. Il y a Danny Eppel qui se demande, il a fait un test sanguin et c'est la première fois que ça arrive dans sa vie. À sa grande surprise, il y a eu un taux de sucre élevé. Puis il se demande, est-ce que c'est parce que j'ai consommé du vin rouge? Et là, je cite 30 heures avant le test. C'est quand même long. Oui, ça peut perturber ça. Donc, en fait, on suspecte qu'il a potentiellement peut-être un diabète. Mais en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est refaire un test sanguin avec dedans une hémoglobine glyquée. C'est comme ça que ça s'appelle. L'hémoglobine glyquée va donner son taux de sucre sur les 15 derniers jours. Et là, on saura s'il a une suspicion de diabète ou pas. Mais quand on dose ce sucre-là, c'est sûr que la journée d'avant, on est mieux de ne pas consommer des choses qui font monter le sucre. Et rien ne fait plus monter le sucre que l'alcool. Le bon alcool. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Doc. Ça vaut pour un saviez-vous que ça? Ouais, oui. Merci, Doc. C'est toujours passionnant. 7h10 dans un instant. Manquez pas Mathieu Cyr qui